Le gratin n'avait même pas encore refroidi. Je me souviens de ce détail parce que j'en étais si fière, des pommes de terre épluchées à la main, de la crème achetée au marché de Willow Street, le tout cuit lentement dans le même plat que ma grand-mère utilisait. Je me rappelle encore la forme des bords dorés qui se recourbaient au coin, exactement comme elle l'aimait. C'était mon tout premier dîner dans la maison que j'avais acheté moi-même, pas loué, pas emprunté, pas un héritage issu de l'idée de quelqu'un d'autre sur l'endroit où je devrais vivre. J'avais économisé pendant 5 ans, supprimé chaque dépense superflue, préparé mon déjeuner chaque jour, même après 2 promotions. J'avais fait tout ce qu'il fallait, de la bonne manière, en silence, avec soin. Et maintenant, j'accueillais les personnes qui avaient toujours douté que j'en sois capable. Mes parents devaient arriver à 18h. J'avais dressé la table avec des serviettes en tissu et des assiettes que j'avais trouvées en promotion dans une petite boutique d'antiquités près de Corvalie, celle avec les oiseaux peints à la main sur le rebord. Chaque place avait une petite carte avec un prénom, simple, imprimé sur du papier cartonné et plastifié discrètement pendant ma pause au travail. J'avais placé papa en bout de table, maman à sa droite, et Mara, ma sœur aînée, en face de moi, comme si j'avais négocié une sorte de trêve feutrée après une guerre qui n'avait jamais été déclarée. J'avais même allumé des bougies, cannelle et pain juste assez pour donner à l'endroit une atmosphère chaleureuse, sans ressembler à un appartement témoin. À 18h20, j'avais vérifié 3 fois chaque détail. Le rôti reposait, la salade était bien fraîche, et ma jupe, que je portais rarement, venait d'être repassée. Je me souviens l'avoir lissée plusieurs fois, comme le font les mains nerveuses quand il n'y a plus rien d'autre à arranger. À 18h32, le crissement des pneus sur le gravier m'a fait sursauter. Mon cœur s'est emballé un peu. La première à entrer fut Mara. Elle n'a pas frappé. Elle a juste ouvert la porte et dit « Ça sent la bouffe », sans même me regarder. Elle portait ces fameuses bottes en daim dont elle se vantait toujours chères, peu pratiques. Elles ont laissé des traces de poussière sur le sol que j'avais lavé ce matin-là. Papa est arrivé juste après. Il m'a fait un signe de tête, pas vraiment un bonjour. Ses yeux ne se sont pas posés sur moi, mais ont balayé les moulures, les coins du plafond, la photo de famille au-dessus de la cheminée, comme s'il inspectait un appartement à louer. Cette maison a de bonnes bases, a-t-il fini par dire. On dirait qu'elle devrait appartenir à tout le monde. J'ai ri, même si je ne trouvais pas ça drôle. Elle est chaleureuse, je trouve. Maman est entrée la dernière. Elle n'a pas dit un mot. Ses doigts ont effleuré le cadre photo sur la cheminée, une photo de nous, quand j'avais 10 ans. Ses yeux se sont attardés dessus comme si elle ne la reconnaissait pas. Nous nous sommes installés. Le bruit léger des couverts remplissait le silence. La salade restait intacte. Mara faisait défiler son téléphone sous la table. Papa m'a demandé comment j'avais pu me payer un sol en bois massif. Il l'a dit, non pas comme un compliment, mais comme un reproche à peine voilé, presque une accusation. Tu sais, a-t-il ajouté, une maison de cette taille, c'est beaucoup pour une seule personne. C'est gérable, ai-je répondu, en buvant une gorgée de vin que je n'avais même plus envie de boire. Personne n'a demandé comment se passait ma promotion. Quand le dessert est arrivé, un crumble aux pommes encore tiède, avec un dessus croustillant à l'avoine, j'étais presque désespérée que quelqu'un dise enfin quelque chose de gentil. Je me souviens avoir souri trop fort. La pâte est faite maison, ai-je dit. Je l'ai même répété une 2e fois. Papa n'a pas réagi. Il a plié lentement sa serviette, avec une précision presque cérémoniale. Puis, enfin, il m'a regardé. Et j'ai vu quelque chose se durcir dans sa mâchoire. Je le reconnaissais. C'était le même regard que la fois où j'avais demandé à postuler dans une université hors de l'État. Le même que quand j'avais acheté ma première voiture sans leur demander la permission. On en a discuté, a-t-il déclaré. Cette maison doit revenir à la famille. J'ai cligné des yeux. Pardon ? Maman a hoché la tête, les yeux fixés sur le mur. Tu t'en es bien sortie, Céleste, mais cette maison, elle est trop grande pour quelqu'un comme toi. Il est temps de te recentrer. Mes mains tremblaient sous la table. Mara s'était renversée sur sa chaise, les bras croisés. Ce n'est rien de personnel, dit-elle. Puis elle se leva, et, lorsqu'elle revint, elle tenait ma valise la verte, celle que j'avais utilisée quand je suis partie pour l'université. Elle était déjà bouclée. On t'a rassemblé l'essentiel, ajouta-t-elle, histoire de faciliter les choses. J'ai essayé de parler. Ma bouche refusait de s'ouvrir. Ma voix s'était recroquevillée quelque part dans ma poitrine et refusait d'en sortir. Je suis la propriétaire légale, ai-je fini par murmurer. Le sourire de papa était mince, presque tranchant. On réglera ça, répondit-il. Personne n'a haussé le ton.
Personne n'a pleuré. Mais quelque chose de bien plus bruyant venait déjà d'arriver. J'ai pris mon téléphone et mes clés, et je les ai posées doucement sur la table, juste à côté de mon verre de vin resté intact. Puis je suis sortie. Dehors, l'air était plus froid qu'il n'aurait dû l'être pour un mois d'octobre. Ma valise a résonné dans le coffre, un timbre sourd, alors que je conduisais sans savoir où aller. Chaque virage semblait être une question à laquelle je n'étais pas prête à répondre. Je ne le savais pas encore, mais le vrai vol ne s'était pas produit ce soir-là. Il avait commencé bien avant que le gratin ne refroidisse. Je n'ai pas roulé bien loin. Je n'en étais pas capable. À 10, peut-être 12 miles de Harbor Falls, je me suis arrêtée dans une petite station-service du genre qui vend encore des appareils photo jetables et des sapins désodorisants à la cannelle accrochés derrière le comptoir. Le néon au-dessus de moi clignotait, comme fatigué de rester allumé. Je me suis garée en dessous, moteur coupé, les mains toujours crispées sur le volant, comme si ce morceau de plastique était la seule chose capable de me rattacher à quelque chose de solide. La valise faisait un bruit sourd à chaque petit mouvement, comme un rappel discret qui cognait dans le coffre. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais j'ai décroché malgré tout. Ma voix était plus basse que je ne l'aurais cru. « Allô, ici Céleste. » Un silence. Puis une voix enjouée, trop enjouée. « Bonjour, mademoiselle Whitmore. Ici Chelsea de Cascade State Mortgage. Je vous appelle pour confirmer une demande que nous avons reçue ce week-end concernant des modifications de votre compte hypothécaire. » Mon estomac s'est noué. « Quel genre de modification ? » Eh bien, répondit-elle, avec un léger changement de ton, il y a eu une demande pour ajouter 2 co-emprunteurs à votre prêt existant et pour mettre à jour le contact principal au nom de Mara Whitmore. Cette demande a suscité quelques alertes chez nous, surtout parce qu'elle n'est pas passée par le portail sécurisé et qu'elle ne correspond pas à vos habitudes d'accès. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix est restée calme. Je n'ai autorisé aucun changement. Je n'ai partagé mes accès avec personne. Un silence. Puis, « C'est bien ce que nous avons pensé, dit-elle. Nous n'avons rien traité. Vous êtes toujours répertorié comme seul propriétaire légal, sans co-emprunteur ni contact secondaire. Mais par mesure de précaution, nous avons temporairement verrouillé le compte et enregistré la tentative de modification. » Ma bouche était sèche. « Vous avez les noms qui ont été utilisés ? » Oui. Edward et Mara Whitmore. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce n'était pas le choc qui me paralysait, c'était cette étrange et implacable réalisation que je n'étais même pas surprise. Je l'ai remercié, j'ai demandé une confirmation écrite, et j'ai raccroché. La voiture est redevenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement du néon au-dessus. Je regardais le parking vide, mon reflet à peine visible dans le pare-brise. Il ne réagissait pas à une situation. Il l'avait planifié. Ce n'était pas un dysfonctionnement familial sous le coup de l'émotion, c'était un plan, minutieux et prémédité. Et moi, essayant de leur plaire, de leur servir un gratin et d'obtenir un sourire, je m'étais jeté droit dedans. J'ai repris mon téléphone, non pas pour appeler qui que ce soit, mais pour faire défiler de vieilles photos, celles prises il y a quelques semaines à peine, moi, debout sur le perron, à côté du panneau vendu, tenant mes clés, souriant comme si je croyais que cette maison m'appartenait. Elle m'appartenait. Elle m'appartient toujours. Mais eux, ils pensaient que je ne me battrais pas. Et surtout, ils pensaient que je n'allais rien documenter. Je ne le savais pas encore, mais cet appel avait déjà changé le cours des choses. Parce que désormais, je n'étais plus confuse, j'étais consciente. Et la conscience, j'allais la prendre, est la première vraie arme. Il était encore tôt le lendemain matin quand j'ai pris la route en direction de ma maison. Je n'avais pas dormi, pas vraiment. Je m'étais assoupie dans la voiture, peut-être 1 heure, avant que le froid dans ma colonne vertébrale ne me rappelle que je n'étais plus la bienvenue dans cet endroit que je payais. Mais j'avais besoin de quelque chose, des papiers, des chargeurs, ou ne serait-ce qu'un pull, quelque chose de familier. En tournant dans ma rue, le soleil commençait tout juste à se lever. Les maisons de mon quartier étaient encore éclairées par de douces lumières de porche, leurs fenêtres encadrées par les mêmes rideaux qu'hier. Mais la mienne était différente. L'ampoule du porche avait été changée. La lumière ambrée et chaleureuse que j'avais choisie avait été remplacée par une lumière blanche et froide, presque clinique, qui donnait plus l'impression d'un cabinet dentaire que d'un foyer. Le romarin en pot que j'avais fait pousser depuis une graine avait disparu. À sa place, une fougère en plastique dans un pot ébréché que je n'avais jamais vu. Je me suis garée de l'autre côté de la rue et je suis restée là un instant, juste à observer. Les rideaux n'étaient plus les mêmes. Les stores étaient tirés bien serrés,
Comme si la maison elle-même cachait quelque chose. Je me suis avancée lentement, le cœur lourd mais les mains fermes. J'avais encore ma clé. Je n'avais pas osé essayer la veille. Je l'ai glissée dans la serrure. Rien. Elle ne tournait pas. Pas de résistance, pas de claque, juste un silence final, comme si la serrure ne me reconnaissait plus. J'ai retiré la clé et je l'ai regardée fixement. Et c'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte. Une femme que je ne connaissais pas se tenait sur le seuil, pieds nus, portant un sweat à capuche de taille trop grand. Elle n'avait pas plus de 22 ans. Elle m'a regardé de haut en bas avec le même regard qu'on réserve aux démarcheurs qui essaient de vendre des abonnements. « Je peux vous aider ?» J'ai dégluti. « C'est ma maison. » Elle a haussé un sourcil. « Vous êtes Céleste. » J'ai hoché la tête. Son visage n'a pas changé. « Ils m'ont dit que vous ne reviendriez pas. » « Qui vous a dit ça ?»« Mara et Edouard. Ils m'ont dit que vous étiez parti de votre plein gré, que vous aviez des problèmes de stabilité. » Je sentis mon estomac se nouer, pas de surprise, mais de la confirmation de ce que je soupçonnais déjà. Derrière elle, j'aperçus un bout du couloir. Mon couloir, mais qui ne m'appartenait plus. Le mur de photos avait changé. Fini les cadres de la côte de l'Oregon que j'avais pris lors de mes randonnées en solitaire. À la place, des photos de champs de fleurs achetées sur Internet et une toile avec une citation sur la famille, une citation à laquelle je ne croyais pas. « Je vais devoir vous demander de partir, » dit la jeune femme. On m'a dit de ne laisser entrer personne. Je fis un pas en arrière sans dire un mot. Inutile de discuter avec quelqu'un qui ne faisait même pas partie de la pièce, elle ne faisait que réciter le script qu'on lui avait donné. Alors que je tournais les talons, mes talons claquèrent doucement sur le béton, bien trop fort dans le silence du matin. De l'autre côté de la rue, Madame Denain promenait son cocker, emmitouflée dans une robe de chambre en polaire. « Bonjour, Céleste » lança-t-elle, comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas été exclue de ma propre vie. Je hochai la tête. C'est tout ce que je pouvais faire. Arrivée à ma voiture, je restai un moment assise avant de démarrer. À l'intérieur, le silence était si profond qu'il en devenait douloureux. Cette étrangère sur le pas de ma porte n'était pas le problème, elle n'était qu'un symptôme. Le vrai problème se trouvait derrière elle, derrière cette porte qui ne s'ouvrait plus pour moi. Le problème, c'était la facilité avec laquelle ils avaient réécrit ma place dans l'histoire, et le silence complice du monde qui semblait prêt à les laisser faire. Je passai la nuit sur le canapé de Rena. Elle ne demanda pas de détails, pas tout de suite. Elle se contenta de préparer une théière de menthe poivrée, le même thé que je gardais autrefois dans ma cuisine, et la posa sur la table basse, à côté d'une couverture pliée. « Je suis là quand tu seras prête », dit-elle simplement. Je n'étais pas encore prête, mais je n'étais plus perdue non plus. Aux alentours de minuit, l'appartement était plongé dans le silence, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur. Assise en tailleur sous la couverture, mon ordinateur portable sur les genoux, je fouillais mes anciens dossiers cloud. Ils étaient remplis de paperasse, des documents scannés le jour de la signature, des déclarations fiscales, des attestations d'assurance, des choses que j'avais rangées par obligation, pas par nécessité. Mais un dossier attira mon attention, sauvegarde caméra intérieure. J'avais presque oublié qu'il existait. Les caméras, c'était mon idée quand j'avais emménagé. Pas vraiment pour la sécurité, mais pour me rassurer. 2 petites caméras, activées par le mouvement, placées dans le couloir et le bureau, juste de quoi surveiller les livraisons ou vérifier si quelqu'un faisait disjoncter le compteur en mon absence. Elles étaient connectées au cloud, configurées pour téléverser automatiquement les vidéos. Je n'y avais pas jeté un œil depuis le début de l'automne. Mais cette fois, je cliquai. La première vidéo datait de 2 jours avant le dîner. Elle s'ouvrit sur une vue calme du couloir, puis du mouvement. Mara, debout dans mon bureau, ouvrait tranquillement les tiroirs. Pas de panique, pas de fouille frénétique, elle retirait calmement des dossiers, les feuilletait, puis les déposait dans une boîte déjà étiquetée de sa main. Autre extrait, ma mère, Diane, décrochant mon diplôme encadré du mur et le coinçant sous son bras. Elle prit même le temps d'essuyer la poussière de l'endroit désormais vide. Puis mon père, Edouard, entra le dernier. Il s'assit à mon bureau comme s'il en était le propriétaire, s'adossa, testa l'inclinaison de la chaise. Ensuite, il débrancha le routeur derrière l'écran et le remplaça par un nouvel appareil, enveloppé de ruban adhésif. Dessus, écrit au marqueur délavé, Whitmore main. Il n'était pas en train de s'introduire chez moi. Il s'installait. Il remplaçait les choses que j'avais choisies par celles qu'il jugeait plus appropriées.
Sans panique, sans précipitation, juste des gestes méthodiques, comme si la maison leur appartenait déjà et que ma présence au dîner n'avait été qu'une formalité. Je m'adossai, le cœur battant sourdement. Ils ne s'attendaient pas à ce que je remarque. Ils pensaient que je n'aurais plus accès. Ils croyaient que j'avais abandonné au moment où j'avais posé la clé sur la table. Et honnêtement, pendant un instant, j'avais presque abandonné. Mais plus maintenant. Je commençais à télécharger les vidéos une par une. Je les renommais avec leurs horaires et les plaçais dans un nouveau dossier, ils l'ont pris. Tout en bas du dossier, caché sous la série de fichiers vidéo, il y avait un message vocal que je ne me souvenais pas avoir sauvegardé. Daté de 9 jours avant le dîner. Je cliquai sur lecture. La voix de Mara résonna, plate, nette. Une fois qu'elle sera partie, changez les serrures. Ne la laissez pas revenir, même pas pour les albums photos. Elle appellera un avocat, c'est sûr, mais ça ne tiendra pas. C'est une affaire de famille, les juges n'y touchent pas. Ma gorge se serra. Elle n'était même pas en colère, juste efficace. Comme si j'étais un meuble dont il fallait se débarrasser. Je restai immobile après la fin de l'enregistrement, laissant le silence s'installer. Puis je copiai le message vocal, l'attachai aux 3 premières vidéos, et les envoyai par mail à moi-même et à un nouveau dossier de contact intitulé Légal. Je ne savais pas encore ce qui allait suivre, mais je savais une chose, je n'étais pas partie. Ils avaient juste commencé à s'installer avant que je ne réalise que j'étais en train d'être expulsée. Le lendemain matin, je me réveillai en voyant Rena assise à sa petite table de cuisine, ses lunettes glissant sur son nez, feuilletant un petit carnet rempli de noms et de numéros. Elle leva les yeux quand j'entrai. « Il te faut un avocat. Pas seulement pour la maison, c'est bien plus gros, maintenant. » Je hochai la tête. Elle avait raison. Je le savais. Elle passa un coup de fil avant même le petit déjeuner. À 9h, nous avions un rendez-vous avec Johanna Kerr, une avocate spécialisée en contentieux civil au centre-ville de Harbor Falls. Je me souvenais de son nom, une voisine l'avait mentionné pendant son divorce. Discrète, méthodique, pas du genre à débarquer au tribunal avec une cravate flashy et un ego surdimensionné. Le bureau de Johanna était petit mais impeccablement rangé, avec une rangée de dossiers verts empilés avec une précision presque inquiétante. Sa poignée de main était sèche et assurée. « Je suis spécialisée dans les litiges immobiliers », dit-elle en glissant un bloc-notes entre nous, mais les pires sont toujours ceux où les gens portent le même nom. Elle laissa flotter cette phrase avant de continuer. Je sortis le dossier que j'avais préparé, les vidéos, le message vocal, les copies de mes documents hypothécaires. Elle les parcourut rapidement, le visage impassible. « C'est solide, dit-elle, mais il nous faudra plus. » Je savais ce qu'elle voulait dire, et je savais déjà où chercher. Ce soir-là, de retour chez Rena, j'ouvris mes archives des années de messages et de pièces jointes, la plupart oubliées, jusqu'à ce que je commence à utiliser la barre de recherche comme un scalpel. Objet, tu peux m'envoyer ton W de vite fait? De Edward Whitmore. Date, février, il y a 2 ans. Je m'en souvenais. Je faisais mes impôts en retard et j'avais demandé à mon père si son comptable traitait encore les déclarations individuelles. Il avait répondu oui, à condition que je lui envoie les documents. Un autre de Mara, j'ai besoin de ton numéro de sécu pour les formulaires de bénéficiaires d'assurance juste pour accélérer les démarches. À l'époque, ça ne m'avait pas semblé étrange. C'était la famille. Je faisais confiance aux mains tendues pour m'aider à stabiliser ma vie. Je le voyais différemment maintenant. Il n'essayait pas seulement de me prendre ma maison, il construisait lentement une version de moi qu'il pouvait contrôler, sur le papier. Rena, l'appelai-je depuis le salon, tu peux vérifier quelque chose pour moi? Elle me rejoignit sur le canapé, son ordinateur portable posé sur les genoux. Vérifie ton rapport de crédit, dit-elle, sans même avoir besoin de demander pourquoi. Il me fallut 2 tentatives pour me souvenir de mon mot de passe. Quand le rapport s'afficha, ma gorge se dessécha. 2 nouvelles demandes, une de la part d'un grand magasin où je n'avais pas mis les pieds depuis plus de 10 ans, l'autre d'une société de cartes de crédit que je n'avais jamais sollicitée. Les 2 effectuées dans la semaine. Les 2 liés à une adresse IP provenant de chez mes parents. Je me tournai vers Rena. Elle fronçait déjà les sourcils. C'est de la fraude financière, dit-elle. Ce n'est plus de l'émotionnel, c'est criminel. Je restai immobile, comme si respirer trop fort pouvait encore aggraver la situation. Johanna appela ce soir-là. Je lui transférai tous les mails, le rapport, les tentatives de demande. On lance la procédure, dit-elle. Demande d'urgence, ordonnance restrictive. Bloque immédiatement ton crédit. Et ne leur parle plus directement, chaque mot passe par moi.
Je refermai mon ordinateur et m'adossai. Ce n'était plus une question de culpabilité, c'était une question de preuve. Ils comptaient sur mon silence, sur mon effacement. Mais ils avaient oublié une chose, je garde toujours les preuves. Le tribunal de Harbor Falls avait été construit en 1911, briques, calcaire et symétrie parfaite. Je l'avais déjà vu des dizaines de fois sans jamais imaginer franchir un jour ses portes autrement qu'en simple contribuable. Mais ce jeudi matin, je passais la sécurité avec Johanna à ma gauche et Rena discrètement derrière moi. Je ne portais rien d'autre qu'une pochette en carton, et mon nom. Nous attendîmes à l'extérieur de la salle d'audience pendant que l'affaire précédente était appelée un divorce, une histoire de voiture et de garde d'enfants. Les voix derrière les portes battantes montaient, puis redescendaient. Je joignis mes paumes sur mes genoux. Pas pour prier, juste pour empêcher mes mains de trembler. Ce n'est pas une question de drame, murmura Johanna. Nous sommes ici pour la vérité. Qu'ils fassent leur spectacle, nous, on présente les faits. Lorsque notre affaire fut appelée, nous entrâmes en silence. La salle d'audience était froide d'une façon qui n'avait rien à voir avec la température, plutôt ce genre de silence qui exige qu'on choisisse ses mots avec soin, ou pas du tout. Mes parents étaient assis à la table des défendeurs. Mon père, Edward, portait un costume qui ne lui allait plus aussi bien qu'autrefois. Ma mère, Diane, était raide à côté de lui. Mara était assise un peu à l'écart, les bras croisés, la mâchoire serrée, les cheveux tirés en un chignon qui signifiait plus contrôle que style. Il ne me regardait pas. Johanna commença avec les documents. Elle présenta les papiers hypothécaires, l'acte de propriété, les relevés de paiement datés. Puis les vidéos, silencieuses mais dévastatrices. Mon père en train de remplacer le routeur. Ma mère enlevant les photos encadrées. Mara rangeant mes dossiers dans des cartons. Puis vint le message vocal. La salle resta silencieuse alors que la voix de Mara résonnait dans le haut-parleur. Une fois qu'elle est partie, changez les serrures. Ne la laissez pas revenir, même pas pour les albums photos. Pas de colère, pas de panique, juste du calcul. Johanna laissa planer le silence avant de reprendre. Quand ce fut leur tour, mon père se leva le premier. Nous essayons de protéger ce que nous avons construit, dit-il. Cette maison a toujours été destinée à la famille. Nous avons soutenu Céleste pendant des années. Son nom est peut-être sur l'acte, mais ce n'était jamais l'esprit de tout ça. Johanna l'interrompit poliment mais fermement. Monsieur Whitmore, niez-vous avoir soumis de fausses déclarations de propriété auprès de Cascade State Mortgage? Je nie toute intention criminelle, répondit-il, la voix crispée. Si elle avait simplement écouté, rien de tout cela ne serait arrivé. La juge jeta un coup d'œil par-dessus ses lunettes, le visage impassible. Puis ce fut au tour de Mara. Elle se leva, s'éclaircit la gorge. Je voulais seulement aider à gérer la propriété, déclara-t-elle. Céleste n'a jamais aimé recevoir. Cette maison était trop grande pour elle. Elle se sentait dépassée. Johanna projeta une image arrêtée tirée d'une des vidéos, Mara retirant mes dossiers étiquetés et les plaçant dans un carton portant ses initiales. La juge leva les yeux. Vous pensiez que cette maison vous appartenait? Mara hésita. Je pensais qu'il s'agissait d'une responsabilité partagée. Vous n'êtes pas sur l'acte de propriété, n'est-ce pas? Non. Mon tour arriva en dernier. Je me levai lentement, prêtai serment, m'assis. Je ne lus aucune déclaration. Je n'avais pas de notes. Je regardai directement la juge et dis. J'ai acheté cette maison seule. J'ai payé chaque mensualité, effectué chaque réparation, choisi chaque meuble. Ils ne sont pas simplement entrés sans permission, ils ont commencé à m'effacer avant même que je parte. Je marquai une pause. Mon père a remplacé mon internet. Ma sœur a emballé mes dossiers. Ma mère a retiré mes photos. Et quand j'ai résisté, ils m'ont qualifié d'instable. Je laissai le silence s'installer. Ils n'ont pas seulement essayé de me prendre ma maison, ils ont tenté de m'effacer de la vie que j'avais construite à l'intérieur. La juge ne parla pas tout de suite. Elle feuilleta ses notes, consulta son écran, puis déclara enfin. Ce tribunal reconnaît que Madame Céleste Whitmore est la seule propriétaire légale de la propriété concernée. De plus, nous estimons qu'il existe suffisamment de preuves pour maintenir l'ordonnance de restriction temporaire et ouvrir une enquête officielle sur des soupçons de fraude financière et d'usurpation d'identité. Edward inspira brusquement. Mara baissa les yeux. Ma mère ne bougea pas. Je ne réagis pas dans cette salle. Dehors, Rena m'attendait avec un café dans un gobelet en carton et un parapluie dont elle n'avait pas besoin. Le soleil était vif, implacable au-dessus de nos têtes.
Comment tu te sens demanda-t-elle. Je baissai les yeux vers les marches du tribunal. Mes pieds étaient ancrés, ma voix stable. Je me sens réelle. Elle sourit. Plus tard dans l'après-midi, j'ouvris l'email de Johanna confirmant que le greffier du comté avait mis à jour l'acte de propriété. Mon nom, ma signature, ma maison. Je refermai mon ordinateur et m'assis près de la fenêtre de la chambre d'amis de Rena, observant les arbres qui se balançaient dehors comme s'ils acquiesçaient silencieusement. Ce n'était pas une question de revanche, c'était une question de restauration. Et morceau par morceau, ça fonctionnait. La clé tourna plus difficilement que dans mes souvenirs. Il fallut 2 essais complets et une bonne poigne avant que la serrure cède enfin, comme si la maison elle-même n'était pas sûre de vouloir me laisser entrer. Je pénétrai dans le silence, pas un silence apaisant, mais celui qui vous oblige à écouter plus que vous ne le voudriez. Les rideaux étaient raides. L'air n'avait pas d'odeur. Le doux parfum d'eucalyptus que je gardais près de l'entrée avait été remplacé par quelque chose de plus piquant, des diffuseurs à la lavande, le genre que Mara aimait. Artificiel. Inhospitalier. Je ne fis pas le tour de la maison, pas encore. Je restai dans l'entrée pendant plusieurs longues minutes, laissant mes yeux s'habituer au changement. Le vase en céramique de ma grand-mère avait disparu de la console. À sa place, un bol en argent rempli de galets en verre, le genre que l'on achète en vrac, le genre qui n'a aucune mémoire. La première chose que je fis fut d'ouvrir les fenêtres. La seconde, de rassembler chaque parfum artificiel, chaque décoration en plastique, chaque objet mis en scène, et de les placer dans un carton. Je l'étiquetai, pas à moi. Puis je me dirigeai vers la cheminée. Tous les cadres étaient nouveaux, des photos que je n'avais jamais vues. Une de mes parents le jour de leur mariage. Une de Mara avec son chien. Aucune de moi. Pas une seule. C'était étrange de réaliser à quel point ils avaient été minutieux. Ils n'avaient pas seulement pris l'espace, ils avaient façonné une version de la vie qui ne m'incluait pas du tout. Je retirai chaque cadre doucement. Je ne brisai rien. Ce n'était pas de la colère, c'était une correction. Dans la cuisine, cachée derrière le tiroir à couverts, je trouvai quelque chose d'inattendu, une enveloppe couleur crème, mon nom écrit de la main de ma mère. À l'intérieur, une seule page. Tu comprendras un jour. Les décisions familiales sont compliquées. Tu as toujours été si têtue, Céleste. C'était pour préserver ce qui compte. Un jour, tu verras que c'était nécessaire. Aucune excuse. Aucune responsabilité. Juste un joli paquet d'excuses déguisées en héritage. Je sortis dans le jardin, allumai une allumette et tins la lettre au-dessus du brasero. La flamme parcourut chaque ligne sans hésiter. Quand il n'en resta plus rien, je ne me sentis pas triomphante, je me sentis propre. Ce soir-là, je commençai à réaménager le salon. Pas parce qu'il était en désordre, mais parce qu'il ne me ressemblait plus. Je ressortis mes propres photos. Je retrouvai la peinture de la plage de Cannon Beach achetée lors de mon premier voyage, et la raccrochai au-dessus de la cheminée. Je remplaçai le bol de galets par le plat en céramique que j'avais fabriqué lors d'un atelier de poterie un week-end, celui avec le bord bancal dont j'avais eu honte autrefois. Je le laissai tel quel, imparfait mais à moi. À minuit, j'avais récupéré suffisamment de coins de la maison pour qu'elles ne murmurent plus leur nom. Et lorsque je me glissai dans mon propre lit, les draps froissés, les oreillers familiers, j'expirai pour la première fois depuis des semaines. Ils avaient réécrit la maison, mais moi, je me souvenais de la version originale. Et désormais, je la réécrivais. 3 jours après mon retour, je reçus un texto de Rena. Brunch chez moi. Famille choisie uniquement. Mais quelque chose de chaud. Je n'apportais pas de cadeau. J'apportais un bouquet de pin et de cèdre, entouré de ficelles que j'avais trouvées dans le tiroir de la cuisine. Quand elle ouvrit la porte, la neige commençait à s'accumuler sur la rambarde de son Porsche. Ça sent la cannelle, dis-je. C'est principalement acheté en magasin, répondit-elle en haussant les épaules, mais le café est vrai. À l'intérieur, l'espace était vivant. Sa belle-sœur riait dans la cuisine. Un tout petit traînait un ours en peluche sur le sol. Du jazz jouait doucement depuis une enceinte cachée derrière le porte-manteau. Personne ne demanda ce qui s'était passé, ils me firent simplement de la place. Autour d'un cidre chaud et de cocottes d'œufs, je me surpris à sourire à des moments que je n'avais pas remarqués depuis des années. Des choses minuscules, comme la façon dont Rena penchait toujours la tête avant de poser une question, ou la façon dont la lumière des fenêtres rendait tout plus chaleureux qu'il n'y paraissait. Ce n'était pas la famille dans laquelle j'étais née, mais ils étaient présents sans réécrire l'histoire. Quand je rentrai chez moi cet après-midi-là, le silence ne semblait plus froid, il semblait mérité.
J'allumai une bougie près de la fenêtre, clou de girofle et bergamote, et je m'assis à la table avec un carnet que je n'avais pas touché depuis des mois. Je n'écrivis qu'une seule phrase: ce n'est pas la maison qui a changé. C'est moi. Ce soir-là, je remplaçai les rideaux. Ceux que Mara avait choisis étaient trop raides, trop longs. Je remis les miens à la place, un coton crème tout doux que j'avais moi-même ourlé un week-end tranquille, des années auparavant. Ils n'allaient avec rien d'autre dans la pièce. Mais ils étaient à leur place. Plus tard, je retrouvai le tapis qu'ils avaient jeté dans le garage. Il était poussiéreux, légèrement déchiré à un coin. Je le déroulai quand même. En dessous, le parquet était rayé, certaines marques dataient du jour de l'emménagement, d'autres venaient du chien que j'avais accueilli un été. Mais c'était le mien, imparfait, marqué, et honnête. Je me tins pieds nus sur ce vieux bois et sentis le silence m'envelopper comme une couverture. C'est à ce moment-là que je compris, la paix, ce n'était pas le silence après la tempête, c'était la voix qu'on utilise lorsqu'on n'a plus besoin de se justifier. Et cette voix, elle portait mon nom. Le lendemain matin, je vérifiai la boîte aux lettres. Entre les factures et un catalogue de fêtes se trouvait une simple enveloppe, sans expéditeur. À l'intérieur, une carte avec la photo d'un chalet enneigé et une seule phrase imprimée en lettres majuscules. La liberté, ce n'est pas l'absence de passé, c'est savoir qu'il ne te possède plus. Je l'épinglai sur le tableau en liège près de ma porte d'entrée, à côté des affirmations que j'avais commencé à collectionner, des choses auxquelles je ne croyais pas encore totalement, mais que j'avais envie d'essayer. Ce soir-là, j'écrivis une dernière note dans mon journal. Ils ont essayé de me prendre la maison, mais ils n'ont pas pu prendre la femme qui l'a construite. Puis j'éteignis les lumières, verrouillai la porte non pas par peur, mais par habitude et me glissai dans mon lit, la fenêtre entr'ouverte juste assez pour laisser entrer l'air de la nuit. Et pour la première fois depuis des mois, je m'endormis sans me préparer au pire.